Hé, salut l'avocat. Salut le prof. Quelle tête tu fais? Qu'est-ce qui va pas? Je sors du tribunal et ils l'ont condamné, alors que je suis absolument certain qu'il est innocent. Quoi de pire qu'un homme condamné à tort? Quoi de pire comme injustice que d'être condamné pour des faits souvent horribles que l'on n'a pas commis? Oui, mais ça n'existe que dans les films américains, in other worlds. Ici, la justice suisse ne se trompe pas. Tu parles. Tu penses vraiment que la justice est meilleure ici que partout ailleurs? In other words, tu penses vraiment qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire en Suisse? Mais non, mesdames et messieurs, je ne le pense pas. La justice est humaine, l'erreur est humaine. Il n'existe donc pas de système de justice infaillible. Le législateur l'a d'ailleurs bien compris puisqu'il a intégré dans le code de procédure même la possibilité de remédier à une erreur judiciaire par l'intermédiaire de la procédure de révision. Oui, mais une procédure de révision est possible en cas de découverte d'un fait nouveau, à savoir un fait qui existait déjà lorsque le verdict a été rendu, mais dont le juge n'avait pas connaissance. Et ce fait nouveau doit être si important qu'il doit pouvoir motiver l'acquittement du condamné. Oui, alors évidemment, ça ne va pas être facile à trouver. C'est pas simple, certes, mais c'est pas impossible non plus. Il existe aux États-Unis, in other words, un mouvement qui s'appelle le Innocent Project, né dans les années 90 et qui vise précisément à lutter en faveur des condamnés à tort pour faire en sorte qu'ils soient libérés de prison. Ce mouvement s'est considérablement développé en plus de 25 ans. Il regroupe à ce jour des dizaines d'associations, toutes membres d'un même réseau dénommé Innocence Network. C'est intéressant, ça. C'est même passionnant. J'ai été moi-même engagé là-bas, aux États-Unis, en 2016, et j'ai découvert ce travail formidable fait par professeurs d'université, avocats, étudiants en droit et investigateurs en faveur des condamnés à tort. Et c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'un tel projet pouvait avoir tout son sens et sa nécessité en Suisse. Professeur, tu ne voudrais pas créer un tel projet en Suisse avec moi? In other words, un projet Innocence suisse. Oui, projet Innocence suisse. Mesdames et messieurs, c'est exactement de cela que nous sommes venus vous parler ce soir, de ce projet Innocence suisse que nous avons créé à 6 en 2019, ici même à Genève. Qu'est-ce qu'une erreur judiciaire? Ah, une erreur judiciaire, c'est en fait un jugement de condamnation définitif, c'est-à-dire il n'existe plus aucune voie de recours et pourtant, ce jugement de condamnation touche une personne innocente. Je comprends. En fait, l'erreur judiciaire, c'est la négation même du droit fondamental de tout être humain de ne jamais être condamné lorsqu'il est innocent. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Code de procédure prévoit que toute personne reste présumée innocente jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée. Et cette preuve du contraire, elle est toujours apportée par un tribunal indépendant qui a acquis l'intime conviction que la personne qu'elle a face à lui est coupable. Mais alors, comment arrive-t-on à de telles situations? Quelles sont les causes d'une erreur judiciaire? Les causes d'erreurs judiciaires sont multiples. Elles sont assez semblables d'un pays à l'autre, même s'il y a quelques particularités, mais je crois que la première chose qu'il faut indiquer ici, c'est que presque jamais un système de justice fait exprès de commettre une erreur. L'erreur judiciaire est toujours issue, ou presque toujours issue, d'une petite erreur au départ de l'enquête, qui est suivie d'une erreur un peu plus importante et qui finit par la condamnation d'un innocent. Le grand avocat français René Fleuriot écrivit il y a longtemps déjà qu'une erreur judiciaire procède rarement d'une seule et même cause. Vous voyez, il y a des causes qui sont liées à l'individu lui-même, au prévenu qui peut parfois avouer alors même qu'il sait qu'il n'a rien fait, mais parce que les conditions de son interrogatoire lui sont insupportables. Ou bien de l'autre côté de la barrière, les erreurs judiciaires peuvent aussi provenir des enquêteurs qui souffrent de biais cognitifs, qui vont les faire aller sur une seule voie, dans une seule direction. C'est ce qu'on appelle la tunnel vision, à savoir lorsque les enquêteurs ont une idée de base en tête et qu'ils vont tout faire pour confirmer cette hypothèse alors qu'ils font totalement fausse route. Exactement. Et en plus de ça, vous avez des faux témoignages qui peuvent être volontaires
ou non. Vous avez des preuves scientifiques qui parfois ne sont pas aussi fiables que ce que l'on pourrait croire. Et parfois encore, vous avez des avocats qui défendent pas très bien leurs clients. Alors là, j'espère que ça ne m'est jamais arrivé. J'espère aussi pour toi, et en fait, au pire, il y a le projet Innocence Suisse. C'est vrai, nous sommes là. Mais, mesdames et messieurs, il faut savoir que l'erreur judiciaire existe en Suisse aussi. Un rapport scientifique l'a prouvé, paru en 2007. Ce rapport recense plus de 230 cas de révision admise. Et ce rapport dénonce surtout la destruction systématique en Suisse des moyens de preuve une fois que les condamnations deviennent définitives. Et cette destruction des moyens de preuve est dénoncée comme un obstacle formidable à la reconnaissance d'erreurs judiciaires dans notre pays, car tout condamné définitivement ne peut pas faire analyser les preuves matérielles qui sont à la base de sa condamnation. Il se pourrait donc très bien qu'aujourd'hui, il existe plein d'affaires qui souffrent d'erreurs judiciaires qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne connaîtra peut-être jamais. J'ai d'ailleurs quelques affaires en tête, sans que je puisse affirmer évidemment avec certitude qu'il s'agit d'erreurs judiciaires, mais les plus anciens se souviendront peut-être de cette affaire d'empoisonnement d'un pharmacien à la bière au cyanure du côté de Romont, ou ici même à Genève. N'a-t-on pas condamné pour meurtre une personne alors même qu'on n'avait jamais trouvé de cadavre? N'a-t-on pas ici à Genève aussi condamné quelqu'un pour viol sur la base d'un témoignage reconstitué dans le cadre d'une hypnose? Mais mesdames et messieurs, ça laisse songeur tout ça. En fait, chaque affaire a une histoire, mais certaines de ces histoires ont des goûts un peu plus amers que d'autres. En parlant d'histoire, sais-tu, professeur, que cela fait depuis des siècles, depuis bien longtemps, que des personnes luttent comme nous contre l'erreur judiciaire? Oui, alors je suis un petit peu plus âgé que toi. Effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Il y avait des politiciens, des littéraires, des artistes qui prenaient position parfois en faveur d'un condamné. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, cette tâche est plutôt laissée à des juristes, parfois à des journalistes. Je pense à Alfred Dreyfus, défendu par l'écrivain Émile Zola, qui écrivit « J'accuse » et qui signa même une pétition en faveur de la révision du procès. C'est un bel exemple et ça va être assez difficile de reprendre le flambeau. C'est une lourde tâche, certes, mais en tous les cas, c'est bien ici, à Genève, qu'il fallait démarrer la lutte suisse. Genève, la ville choisie par Voltaire. Voltaire qui défendit et qui restera peut-être le plus bel exemple de combattant pour l'erreur judiciaire dans le cadre de sa défense de Jean Calas. Jean Calas, accusé à tort d'avoir tué son propre fils. Et nous retenons aujourd'hui ce Voltaire, ce dicton auquel nous adhérons pleinement, selon lequel il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'une seule personne en prison. Oui, encore un exemple qui a gardé toute son actualité. En parlant d'actualité, est-ce que tu as Netflix, professeur ? Je t'ai déjà dit que j'étais plus âgé que toi, j'ai pas le temps pour ces bêtises. Eh bien, le professeur serait étonné. Netflix et 2 documentaires qui s'appellent pour l'un « Making a Murderer » et pour l'autre « When They See Us » ont fortement contribué à sensibiliser la population au risque d'erreur judiciaire. Ah ouais, c'est vrai ? C'est vrai. « When They See Us », par exemple, est l'histoire bouleversante des Central Park Five, 5 jeunes garçons américains condamné pour le viol d'une joggeuse qu'il ne connaissait pas. Le seul majeur, au moment de l'arrestation, 16 ans, Corey Wise, passera 12 années en détention dans des conditions horribles jusqu'à ce que le vrai coupable s'autodénonce. Et cette affaire met en lumière les causes d'erreurs judiciaires dont nous avons parlé avant, les faux aveux, les pressions subies lors de l'audition de police, le facteur qui est celui de l'absence d'avocat lors des interrogatoires. Et le succès considérable que connaît actuellement When They See Us démontre à quel point l'erreur judiciaire est une problématique qui nous concerne tous, que l'on soit juriste ou non, car elle peut toucher n'importe qui et n'importe quand. Mesdames et messieurs, vous vous rendez compte que ce soir, maintenant, vous pourriez être en train de croupir au fond d'une cellule plutôt que d'être assis là à nous écouter? Alors que vous n'avez rien fait de mal. Mais si, vous avez fait quelque chose de mal, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. D'ailleurs,
Ça va se passer comment concrètement ce projet Innocence Suisse? Alors, Projet Innocence Suisse est une association à l'écoute de tout condamné qui estime que sa condamnation est injuste et qui peut être saisi par la base d'une demande, par le biais d'un formulaire, qui sera revu par le comité fondateur de l'association, 3 avocats et 3 professeurs d'université, dont nous 2 ici présents, et qui va revoir les demandes reçues, en particulier examiner leur crédibilité et leurs chances de succès. L'association donne une priorité aux demandes qui proviennent de personnes actuellement détenues. Une fois les demandes retenues, elles sont transmises à des étudiants, encadrés par des enseignants et par des avocats, qui porteront un regard neuf sur un dossier pourtant déjà clos par la justice, dans le but justement de trouver ce petit détail qui pourrait être un fait nouveau et qui pourrait éventuellement laisser entrevoir une procédure de révision. Un tel processus est actuellement en cours à l'université de Neuchâtel, et si un fait nouveau est découvert, alors la cause, l'affaire est transmise à un avocat qui représentera lui-même le condamné devant les instances judiciaires par le dépôt d'une demande de révision qui, nous l'espérons, pourrait aboutir à l'acquittement du condamné. On pourrait se poser la question de savoir si, en fait, en faisant tout ça, on ne se mettra pas à dos éventuellement les procureurs, les juges, enfin le système de justice. Mais je ne crois pas, mesdames et messieurs, je ne crois pas parce que nous ne cherchons pas à défier le système de justice. Au contraire, lutter contre l'erreur judiciaire, ça ne sert pas uniquement aux condamnés à tort, mais ça sert à l'entier du système qui, à chaque fois qu'il condamne un innocent, en fait, remet en cause, en question, sa crédibilité même. Et ça sert même aux victimes, qui préféreront toujours savoir que c'est bien la personne qui est véritablement à la base de leur souffrance qui est celle qui a été condamnée. D'ailleurs, aux États-Unis, le mouvement Innocence Project a permis de retrouver des dizaines de vrais coupables à travers précisément la révision de condamnation de personnes innocentes. Il faut donc se réjouir de la création de Projet Innocence Suisse. Oui, même vous, mesdames et messieurs, nous tous, si nous acceptons l'éventualité ou la normalité de l'erreur dans la justice, alors nous acceptons également, implicitement, que nous pourrions nous aussi être condamnés un jour alors que nous n'avons rien fait de répréhensible. Lutter contre l'erreur judiciaire, au fond, c'est aussi lutter pour la présomption d'innocence, ce principe cardinal, mais la présomption d'innocence dans tous les procès, parce qu'il est indispensable que juges, policiers, procureurs, même et surtout les avocats, que nous soyons bien conscients que parfois, selon un malheureux concours de circonstances, parfois tout de même, c'est un véritable innocent que nous avons entre les mains. En fait, le projet Innocence Suisse que tu me proposais, mais enfin, c'était une nécessité. Enfin, on va nous dire que nous ne servons absolument à rien tant que nous n'aurons pas eu notre première victoire. C'est vrai, ça prendra probablement du temps. Ça risque de prendre du temps. Des avocats américains en particulier m'ont dit qu'il fallait souvent plusieurs années pour obtenir une seule révision. Oui, il ne faudra pas baisser les bras parce que qu'est-ce qu'on en a reçu des dossiers intéressants et on ne peut pas les abandonner là maintenant. Mesdames et messieurs, on ne peut pas rester passif face à l'injustice. Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs, disait le grand Martin Luther King. Oula, encore une de ces citations que les avocats tirent de leurs manches dans leur plaidoirie. Il faudra un jour que je vienne t'écouter plaider d'ailleurs. Eh bien, tu pourras venir m'écouter, ça compensera, mesdames et messieurs, les innombrables heures que j'ai passées à écouter sur les bancs de l'Uni Geneva, le cours du professeur André Kuhn. Restons sérieux, tu veux bien ? Restons sérieux. Mesdames et messieurs, voulons-nous vraiment rester passifs ou alors voulons-nous regarder comment ça se passe in other words? Voulons-nous vraiment, ici aussi, offrir une toute petite possibilité aux condamnés à tort de voir leur procès révisé? Vous l'aurez compris,
notre décision a été prise. In other words, nous l'avons créé, ce projet Innocence Suisse. Excellente soirée à toutes et à tous.